La divulgation par le ministère de la Justice américain de 3 millions de nouveaux documents issus de l'affaire Epstein met au jour des liens inédits, politiques, amicaux et financiers entre le criminel sexuel et de nombreuses personnalités françaises dans un silence médiatique et judiciaire assourdissant au mépris des nombreuses victimes. Précisons que notre propos ne portera pas ici sur l'aspect international du dossier, ni sur l'horreur des crimes pédocriminels de cette affaire déjà largement documentée. Nous nous concentrerons exclusivement sur le volet français de l'affaire afin de mettre en lumière ces connexions restées jusqu'ici dans l'ombre. Voici les 10 révélations totalement factuelles concernant les personnalités françaises impliquées. Jack Lang. Son nom est le plus mentionné, avec 680 occurrences dans les dossiers Epstein, s'ajoutant au passif déjà extrêmement lourd le concernant. Il échangeait régulièrement et de manière plus qu'amicale avec Jeffrey Epstein par mail et SMS sur des sujets particulièrement troublants. Nous découvrons ainsi dans un email dont l'objet est « Petit Prince » que Jeffrey Epstein demande à Jack Lang. L'enfant doit-il être initié à la religion ? Aux nouvelles sexualités ? Être testé ? À quelle fréquence ? Tests standardisés ? Exemple de projet ? Etc. Pouvons-nous organiser un appel plus tard cette semaine ? Ce à quoi Jack Lang a répondu avec un document qu'il nous est impossible de consulter. Un autre mail datant de 2013, 5 ans après la première condamnation d'Epstein, dans lequel l'ancien ministre français de la Culture et président de l'Institut du monde arabe à Paris y exprime son enthousiasme à l'idée de voyager avec Jeffrey Epstein au Maroc. Autre élément, après avoir transféré à Steve Bannon une photo de lui et Jack Lang, Epstein se vante d'avoir rendez-vous à l'Élysée en mars 2019. Outre ces nouveaux éléments démontrant la proximité entre les deux individus, Mediapart vient de révéler les intenses liens financiers entre Jeffrey Epstein et la famille Lang. Effectivement, Caroline Lang, fille de Jack Lang, a fondé en 2016 avec Jeffrey Epstein une société offshore dans les îles Vierges. Figure influente du monde du cinéma, elle apparaît également sur le testament financier du criminel sexuel. Après ces révélations, Jack Lang a déclaré à l'AFP qu'il assume ses liens passés avec Jeffrey Epstein, mais que rien ne laissait supposer ses crimes, alors même qu'il a continué à entretenir une étroite relation avec lui, malgré ses premières condamnations. Quant à Caroline Lang, elle vient d'annoncer sa démission du syndicat de la production indépendante, sans plus de précision. L'ensemble des éléments à charge concernant Jack Lang et sa fille à travers les années rend particulièrement incompréhensible le fait qu'aucune enquête judiciaire n'ait été déclenchée les concernant. Marine Le Pen, son compagnon de l'époque Louis Alliot ainsi que le Rassemblement national sont directement nommés au sein d'un échange entre le journaliste sulfureux Michael Wolff et Epstein en 2018. Nous pouvons lire dans cet échange que Steve Bannon a tenu une réunion avec le conjoint de Marine Le Pen au sujet du refinancement du Rassemblement national. La raison invoquée est qu'une grande partie de leur financement provient de la Russie. Le journaliste ajoute que Le Pen et Alliot ont l'air d'idiots. D'autres captures d'écran de messages datant de 2019 entre Epstein et Steve Bannon démontrent que c'est Bannon qui a donné l'idée à Marine Le Pen de faire un emprunt populaire pour récolter les 4,7 millions d'euros pour la campagne de Jordan Bardella des élections européennes, et qu'il a largement aidé à le mettre en place. Les échanges sont les suivants. Steve Bannon déclare « J'ai demandé au RN de proposer à ses propres membres un emprunt de 4,7 millions de dollars pour les élections européennes. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient récolté que 1,25 million de dollars pour toute la campagne nationale de 2017. Nous avons travaillé sur certains documents et ils ont lancé leur campagne la semaine dernière. 7,25 millions de dollars en une semaine, d'après ce qu'on vient de me dire. Les gens obtiennent le même accord, de juin à février, à 5%. Ce à quoi Epstein répond « Good boy » ou « bon garçon ». Bannon poursuit. Macron avec En Marche a essayé. 2 millions de dollars. Le Pen va attendre avant de faire son annonce, car les médias vont s'emballer à propos du montant qu'ils ont récolté. Epstein lui répond. Je pensais que tu avais conçu un arrangement complexe à l'aide d'obligations américaines. J'ai été impressionné pendant un court instant. Bannon affirme ensuite. Le plus simple est le meilleur. Les électeurs français ont désormais un intérêt personnel majeur dans les élections européennes, ce qui est sans précédent. Epstein répond. Super. Bannon reprend. Je ne suis pas surpris que cela ait fonctionné. Mais ils, le RN, ont été choqués. Cela montre également à quel point l'antipathie envers Macron s'est accrue. Puis la conversation se termine par Epstein, qui lui dit avoir hâte de la prochaine manifestation des Gilets jaunes, et Bannon qui lui répond « Les Gilets jaunes sortent en force, je crois. Je dois rallier ses frères au Rassemblement national. » La collusion Bannon-Epstein avec le Rassemblement national pour les aider politiquement et notamment sur la partie financière ne fait aucun doute à la lecture des échanges. Par ailleurs, Jack Lang et Marine Le Pen sont tous deux cités dans un autre échange entre Bannon et Epstein datant de décembre 2018, où celui-ci déclare que Jack Lang devrait être président et Le Pen être celle qui est perçue comme représentant les Gilets jaunes. Bannon répondant qu'il a entendu dire que Jack Lang est un bon gars. Macron. Des courriels montrant des échanges indirects via le sultan Ahmed bin Sulayem,
PDG de DP World, figure importante des Émirats arabes unis et très proche d'Epstein. En 2016, alors ministre de l'économie, Macron aurait discuté des affaires en France lors d'un déjeuner à l'Élysée avec Soulayem, qui a relaté ces informations à Epstein en décrivant une conversation agréable avec Macron. D'autres mails de 2018 démontrent que Macron, comme président, aurait sollicité Epstein et d'autres collaborateurs non nommés pour qu'ils lui fournissent des idées disruptives et réfléchies sur les institutions et les politiques publiques. Epstein agissait par ailleurs comme intermédiaire entre des businessmen américains et l'administration Macron, en dehors des canaux officiels. Nicolas Sarkozy est également directement cité dans le dossier Epstein. Jeffrey Epstein a déclaré dans un email du 9 mai 2011 « Je dois dîner dans un palace avec Sarkozy. Besoin de quelqu'un pour m'accompagner. » Par ailleurs, le conseiller diplomatique de Sarkozy de l'époque, Olivier Colom, est en plein cœur de l'affaire Epstein, puisqu'il échangeait régulièrement avec lui de manière plus qu'amicale et également sur des sujets sensibles, dévoilant notamment l'agenda de Sarkozy pour organiser des rencontres. D'autres échanges démontrent que Colom avait connaissance des pratiques d'Epstein, notamment à travers cet échange où Epstein écrivait à Colom « Je suis sur mon île dans les Caraïbes avec un aquarium rempli de filles », ce à quoi Colom a répondu « Le roi d'Arabie Saoudite possède quelques requins blancs dans son palais à Jeddah. Je préfère largement les vôtres, je suis sûr que j'apprécierai la vue. » Par ailleurs, le 16 septembre 2011, un email envoyé à Jeffrey Epstein, dont le nom était caché parmi les destinataires, explique que Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, et David Cameron, alors Premier ministre britannique, ont visité la Libye après la mort de Kadhafi, afin de favoriser les entreprises françaises et britanniques dans l'attribution des contrats de reconstruction, estimés à 500 milliards de dollars. Plus tard, le 30 janvier 2014, dans un email de Epstein à Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, Sarkozy est évoqué pour faire partie d'un dîner organisé entre eux. Epstein demandera par ailleurs à Ariane de Rothschild des nouvelles de Colom au moment des affaires judiciaires de Sarkozy en février 2017. En plus de l'intermédiaire que Colom représentait entre Sarkozy et Epstein, il l'était également pour une autre personnalité bien connue, Bruno Le Maire. Tout d'abord, le fameux Colom a demandé à Epstein dans un courriel de 2013 des idées pour aider à collecter des fonds pour Bruno Le Maire en tant que futur candidat à l'élection présidentielle. Epstein ayant répondu « Rencontrons-nous et discutons-en ». Ensuite, dans un autre email datant de 2017, Epstein affirme qu'il a rencontré Bruno Le Maire à New York en 2017, juste avant l'élection présidentielle. « Bruno, le ministre des Finances est complètement dépassé, mais il est venu me voir à New York avant les élections. Une personne sympathique. » On apprend dans un autre email d'Epstein du 17 mai 2018 adressé à Cédric Villani qu'il a souhaité inviter Bruno Le Maire directement dans sa résidence parisienne. Puis des mails datant de novembre 2018 entre Colom et Epstein démontrent que Colom a bien amené Bruno Le Maire dans la résidence d'Epstein pour un rendez-vous. Epstein déclarant « C'est Bruno Le Maire que tu as amené chez moi, n'est-ce pas ?» Colom répondant par l'affirmative. Interrogé par Politico sur le sujet, Bruno Le Maire a refusé de répondre. Pierre Moscovici, actuel président de la Cour des comptes, et François Hollande sont également cités dans un échange entre Bill Gates et Epstein. Bill Gates dit explicitement dans son échange avec Jeffrey Epstein « Mon séjour à Paris s'est bien passé. J'ai rencontré le président, alors François Hollande, qui s'est engagé à maintenir les aides financières qui nous tiennent à cœur malgré les coupes budgétaires. J'ai également rencontré Moscovici, qui n'est plus ministre des Finances, mais qui reste une personne très impressionnante, qui nous a beaucoup aidés. Cependant, aucun élément ne permet de savoir de quelle aide Bill Gates fait référence à Epstein. Bernard-Henri Lévy est également cité pour avoir rencontré Jeffrey Epstein à Dakar, Sénégal, dans le cadre de ses affaires politico-financières. Et Epstein a demandé à plusieurs reprises si BHL était à Paris pour le voir. Par ailleurs, on apprend que Jack Lang a invité Epstein en 2013 pour aller voir une pièce de théâtre de BHL. Jean-Luc Brunel. L'affaire impliquant Jean-Luc Brunel, un ancien agent de mannequin français, et son associé américain Epstein représente l'un des chapitres les plus sombres de l'enquête internationale sur le trafic sexuel de mineurs. Jean-Luc Brunel entretenait une relation très étroite dès les années 2000, introduite par Ghislaine Maxwell avec Epstein, finançant jusqu'à $1 million la création de son agence MC2 Model Management. Brunel, accusé depuis des décennies d'agressions sexuelles sur des mannequins, dont des mineurs, était soupçonné d'avoir recruté et fourni des jeunes filles à Epstein pour son réseau d'exploitation sexuelle, notamment via des visas de mannequins des pays d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud pour les faire venir aux États-Unis. Des victimes comme Virginia Robert Geoffrey ont déclaré que Brunel faisait venir des adolescentes pour les prêter à Epstein et d'autres puissants hommes d'affaires, et qu'elle avait été forcée d'avoir des relations sexuelles avec Brunel dans les propriétés d'Epstein. Arrêté en 2020 à Paris pour viol sur mineurs et trafic sexuel dans le cadre de l'enquête liée à Epstein, Brunel a été retrouvé mystérieusement pendu dans sa cellule en février 2022. Un suicide présumé similaire à celui d'Epstein en 2019, laissant des doutes sur la justice pour les victimes.
Des associations comme Innocents sans danger continuent de s'insurger contre la fermeture de l'enquête le concernant et demandent l'ouverture de nouvelles enquêtes sur le sujet. Plusieurs autres personnalités françaises sont expressément nommées dans les dossiers Epstein. Que ce soit Jacques Attali qui apparaît clairement comme un ami proche d'Epstein dans plusieurs mails, ou bien Cédric Villani avec qui il avait des échanges fréquents et amicaux encore en 2018 alors que tout le monde avait connaissance des accusations qui pesaient sur Epstein. Pour terminer, le seul document où apparaît Jean-Luc Mélenchon est un échange entre la JP Morgan Chase et Epstein. Il s'agit d'une note d'analyse financière envoyée le 21 avril 2017, soit 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle française. À l'époque, Mélenchon remontait fortement dans les sondages. La banque JP Morgan propose alors des stratégies de trading dans le cas du duo Le Pen-Mélenchon au second tour. La banque conseille à Epstein et aux autres clients de vendre l'euro, c'est-à-dire parier sur la chute de la monnaie européenne, en acheter des CDS ou Credit Default Swaps sur les banques françaises comme la BNP. C'est une forme d'assurance contre la faillite des banques. En clair, ils pariaient sur une panique bancaire en France en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon pour réaliser de gros gains financiers, démontrant ainsi leur fébrilité face aux candidats de la France insoumise et leur volonté d'ingérence directe dans la politique française et européenne. L'ensemble de ces révélations semble rester lettre morte en France. Pour rappel, le 12 août 2019, après la mort de Jeffrey Epstein, Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, et Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, avaient publié un communiqué de presse commun affirmant que l'enquête américaine mettait en lumière des liens avec la France et qu'il était fondamental qu'une enquête soit ouverte en France. Mais dès le lendemain, le 13 août 2019, Nicole Belloubet, alors ministre de la Justice, a publiquement rappelé à l'ordre ses 2 collègues via une déclaration à l'AFP. Le volet de l'affaire judiciaire s'est donc terminé avec la mort de Jean-Luc Brunel, sans aucune explication, alors que plus de 10 témoignages de personnes qui se présentent comme victimes ou témoins de violences sexuelles liées au volet français de l'affaire Epstein ont été rapportés auprès de l'association Innocents sans danger. Le dernier élément de l'affaire judiciaire qui reste encore est une action au civil contre ses héritiers, engagée par 2 femmes qui l'accusent de viol, pour obtenir la reconnaissance du préjudice. Une audience est prévue ce 3 février 2026. Affaire à suivre.